Laurence Monteil, pour cette présentation. Effectivement, c'est complexe, hein, comme situation. Alors moi, j'ai une première question en fait. Si le salarié ne va pas chercher son courrier en recommandé, est-ce qu'il y a la possibilité de le faire adresser par mail avec un accusé de réception? Est-ce que ça peut marcher ou pas, ça? Non, c'est pas prévu. Le problème, c'est qu'on n'a pas le décret, hein. Donc, c'est vrai que quand on aura le décret, peut-être qu'on en saura un peu plus. Mais pour le moment, la loi, elle est très claire, hein. C'est courrier recommandé avec accusé de réception ou lettre remise en main propre. Et on doit se conformer strictement à ce qui est prévu par la loi. Et même les recommandés électroniques. Postal. Oui, c'est ça, même un courrier postal, pas un courrier électronique recommandé électroniquement, enfin, avec un AR. Non, et on peut même se demander, parce qu'on pourrait se dire, qui peut le plus, peut le moins, et donc, par exemple, une notification par voie d'huissier, parce qu'après tout, pourquoi pas? Bon, c'est un coût, mais enfin, pourquoi pas? Sauf que pour le moment, c'est pas prévu, ça fait pas partie des modes de notification de cette lettre de mise en demeure, qui est essentielle dans la procédure de la démission présumée. La mise en demeure, c'est vraiment l'acte essentiel. Donc, si on se rate là-dessus, sur le délai qui est laissé aux salariés pour réagir, sur la formulation et sur la remise, possiblement, je dirais que ça met un terme à la décision. Suivre très strictement, effectivement, ces obligations impératives. Nous, les avocats, parce qu'on est parano, comme vous savez, on préconise souvent un envoi recommandé, par exemple, doublé du même courrier en lettres simples. Là, c'est à côté de la plaque. C'est pas prévu dans ce dispositif. Donc, le recommandé, rien que le recommandé ou main propre, mais on a bien compris que ce ne sera pas. Donc, que du recommandé. Voilà. Il n'y a vraiment pas d'autre alternative. Et donc, effectivement, le mail accusé de réception qui pourrait être aussi une piste. Alors, déjà, on a la difficulté parce que sur le mail pro, il y a peu de chances, un salarié qui est en abandon de poste, il y a quand même peu de chances qu'il le regarde. Donc, ce serait absolument pas valable. Et puis, sur un mail perso, pareil, en fait, c'est pas prévu par la loi ni le projet de décret. Donc, il faut vraiment s'abstenir. Il faut rester vraiment dans les clous de ce qui est demandé sur le recommandé. Et imaginons que le salarié finalement revienne là après dans le délai où il Oui. peut. Est-ce qu'il y a des sanctions? Ah oui, bien sûr. Donc, si j'ai bien compris, il n'y a pas de salaire. Alors, ça dépend. En réalité, tout dépend du motif. Parce que s'il revient, mais qu'il a un motif, légitime, comme par exemple, généralement, les motifs légitimes, bon, il y en a, ils sont prévus par la loi, hein, c'est le droit de retrait, le droit de grève, les raisons de santé, visite médicale de reprise qui a dû être différée parce qu'il y a un encombrement des services de santé au travail. C'est un motif qui est identifié, soit alors le retour du salarié l'absence du salarié ne peut pas être sanctionnée. Après, à savoir si le salaire doit être versé, oui ou non, tout dépend du régime de santé en vigueur au sein de l'entreprise et tout dépend du motif de l'absence. Après, moi, je serais plus nuancée parce que le droit de retrait, etc., en général, l'employeur, évidemment, c'est vu de façon formelle ou informelle. Évidemment, il a connaissance de ce droit de retrait qui, en principe, de ce rappel, ne dure pas non plus des jours et des semaines puisque l'employeur traite la situation. Donc, je suis d'accord avec ce que Florence vient de dire, mais plutôt peut-être sur des problèmes de santé. Mais des problèmes de santé de taille, en fait. C'est-à-dire qu'il faudrait que ce soit l'hypothèse d'un salarié qui est, par exemple, hospitalisé. Personne dans son entourage n'est en capacité de transmettre à l'employeur un arrêt de travail. Et puis, sortant de cette situation au bout de quelques jours, voire quelques semaines, le salarié réagit et transmet l'arrêt. Donc, on est quand même sur des cas qui n'arrivent pas, Dieu merci, tous les jours. Je veux dire, voilà. Oui, mais là où je suis pas, là je suis un peu plus nuancée, excuse-moi, mais c'est par exemple le salarié qui ne se présente plus sur son poste de travail parce qu'il estime qu'il y a une instruction qu'il a reçue et qui serait contraire soit à son éthique, soit à la réglementation en vigueur, voilà, et donc il ne se présente plus. Et il ne va pas informer son employeur, ce qu'il devrait faire d'un point de vue, je dirais, si on est dans une relation de bonne foi, on informe son employeur de tout cela. Si on est face à un salarié qui revient 15 jours après et qui dit moi je ne me suis pas présenté pendant 15 jours parce que vous m'avez donné telle et telle instruction et c'est contraire à tel règlement, c'est contraire à telle chose, on va rentrer dans de toute façon, la démission présumée laisse un champ de réflexion et un champ de contentieux qui est énorme en réalité.
Ce dont on ne se rend pas vraiment compte quand on lit ces quelques lignes de l'article L1237-1, on a l'impression que c'est assez anodin. En réalité, le champ de contentieux est absolument faramineux. Parce qu'effectivement, généralement, un salarié qui ne se présente pas et qui ne démissionne pas, soit va essayer de rechercher un licenciement, parce qu'il il veut avoir le pôle emploi, soit à une intention belliqueuse. Voilà. Soit une intention, soit il en veut, soit il a des griefs à faire valoir à son employeur, que son employeur, pour une raison X ou Y, n'a pas entendu, ou bref. Et donc, ça peut quand même possiblement finir au prud'homme, quoi. On a pas mal de questions, je crois, dans le flux de conversation. Oui, tout à fait, ouais. J'étais dessus. Le délai de 15 jours débute à la date à laquelle le recommandé avec accusé de réception est reçu par le salarié ou à la date à partir de laquelle il est envoyé. Normalement, c'est la date à laquelle il est envoyé, pour les raisons qu'on vous a indiquées. Ensuite, voilà, est-ce qu'il va chercher ou pas à la poste? Est-ce qu'il a... Voilà, normalement, c'est la date d'envoi qui va faire foi. Après, là, encore une fois, il faut vraiment attendre le décret, en réalité, parce que là, c'est ce qu'on subodore, mais ça ne vaut pas ce que dirait le législateur. Donc, dans tous les cas, on ne peut que... Voilà, en l'état actuel des connaissances, tout à fait. Ouais. Et alors, la question du préavis, comme pour les autres démissions? Non, vous avez raison, là, il n'y a pas de préavis. C'est la grosse différence avec une démission dite de convenance personnelle. Suivant le statut du salarié, il y aura un préavis d'1 mois à 3 mois. Et bien là, il n'y en a pas. C'est-à-dire que c'est vraiment l'organisation de cette mise en demeure. Et si le salarié ne réagit pas, ça enclenche instantanément à la fin du délai de 15 jours normalement. Encore une fois, si le décret maintient ce délai de 15 jours, une sortie des effectifs. Donc concrètement, un employeur pourrait presque dire à son comptable en interne ou expert comptable externalisé, préparez les documents de contrat, puisque rapidement, je vais les envoyer aux salariés une fois que le délai est passé. Oui, c'est ce qui est prévu en réalité. Après, il est vrai que dans le cadre d'un contentieux, si un contentieux s'élève, c'est-à-dire que si le salarié finalement saisit le conseil de prud'homme pour tenter de renverser la présomption des démissions, l'employeur pourrait éventuellement, à titre reconventionnel, dans le cadre de la procédure, solliciter pourquoi pas des dommages et intérêts parce que son poste a été abandonné et que ça a mis la société en difficulté. Ça, c'est des choses qui peuvent, pourquoi pas, être formulées. Encore une fois, on est vraiment dans la théorie puisqu'on n'a pas il n'y a aucune jurisprudence là-dessus, il n'y a aucun contentieux encore, mais c'est quelque chose qu'on pourrait, à mon sens, assez facilement imaginer du côté de l'employeur. D'accord. Est-ce qu'il est possible d'envisager 2 mises en demeure afin de s'assurer qu'il dispose d'un temps suffisant pour répondre? Bien sûr. Est-ce que c'est nécessaire? Oui. Alors, est-ce que c'est nécessaire? La loi s'en tient à qu'une mise en demeure, mais oui. après, c'est ce que tu disais tout à l'heure, qui peut plus, peut le moins, c'est-à-dire que rien, en tous les cas juridiquement, empêcherait ces 2 mises en demeure. C'est vrai qu'il y a des employeurs qui sont très précautionneux parce qu'ils ont un petit peu peur de mettre fin au contrat de travail sur le régime ancien de leur licenciement pour faute grave. Ils envoient donc de façon réitérée les mises en demeure de justifier des absences. Ça peut arriver. Et donc, on a effectivement des situations où les employeurs envoient 1, 2 mises en demeure avant d'enclencher une procédure de licenciement. Sur la base de cette pratique, si c'est une pratique interne à l'entreprise, ou même si elle n'existait pas avant, pourquoi pas, rien n'empêche. Après, là, l'avantage de suivre la loi, c'est qu'on a une sortie des effectifs qui est beaucoup plus courte en temps, c'est-à-dire que, voilà, globalement... Et puis, moi, je sais que ce serait, mes clients, je ne le conseillerais pas, de la double mise en demeure, si elle n'est pas préconisée par une réglementation, parce que ça peut porter à confusion. Imaginons que le premier recommandé soit retiré, mais pas le deuxième, ou que seulement le deuxième, etc. Entre-temps, il y a un déménagement. Enfin, je dirais qu'on s'expose à davantage de motifs d'invalidation du processus, quoi. Ça étire dans le temps. Donc, ça donne aussi plus de temps au salarié pour justifier de son absence, puisqu'on lui laisse une deuxième chance. Donc après, moi, je suis assez partagée aussi sur le côté double mise en demeure avant de considérer que c'est une démission présumée. Ça ramène de la complexité. Oui, tout à fait. Alors, une autre question, qu'en est-il des mamans qui, suite à un congé maternité, souhaitent quitter leur poste et sécuriser leur allocation chômage? Et Élodie nous dit une pratique assez classique.
Pour moi, même si on est sur une sortie de congé maternité, à partir du moment où la salariée maman nouvelle ferait pas voilà, démonstration de sa volonté de reprendre son poste, et puisqu'on ne serait plus sur la période de protection, à mon sens, je ne sais pas ce que tu en penses, mais à mon avis, on serait quand même sur un Régime schéma, classique. voilà, régime classique, enfin sur ce nouveau régime, hein, pour être plus précise, de démission présumée. Elle s'abstient de reprendre son poste. Donc, on imagine qu'après un congé maternité, dans beaucoup d'entreprises, il y a quand même un petit échange informel qui essaye de se faire avant pour permettre une reprise idoine. Il y a aussi, normalement, l'organisation, la visite dite de reprise post-congé maternité auprès de la médecine du travail. Donc, il y a quand même des actions qui sont faites, d'une part, par le salarié qui se manifeste sur voilà, la précision, la fin de son délai de congé maternité. Et puis surtout l'employeur qui est proactif pour organiser la reprise. Donc si à ce moment-là, il y a une coupure totale, qu'il n'y a pas de communication entre les deux, pour moi, l'employeur reste dans la possibilité, évidemment, une fois passé encore une fois la période de protection, d'enclencher la mise en demeure pour cette mission présumée. Oui. Et voilà, donc pour répondre à la question, pour les mamans qui voudraient bénéficier du pôle emploi, ça a posé problème parce qu'effectivement, ce que vous mettiez là dans la petite question où elle faisait un abandon de poste en se disant je vais effectivement avoir ce rouleau compresseur de la procédure de licenciement pour faute grave qui est franchement pas agréable, mais en même temps, ça va me permettre de m'inscrire au Pôle emploi et de passer à autre chose. Là, ce sera dans les mains de l'employeur, donc c'est pas une stratégie de départ puisque soit l'employeur va enclencher un licenciement, soit il va opter pour ce nouveau régime de démission présumée. Et à ce moment-là, elles ne seront pas prises en charge par le Pôle emploi avant le délai de 120 jours, qui est le délai Non, légal. il n'y a pas d'exception, Ouais. il n'y a aucune exception. Après, moi, je pense que par contre, sur pas forcément les mamans qui reviennent, etc., mais plus sur les arrêts de travail prolongés qui durent depuis des mois et des mois, et puis l'arrêt de travail, au bout d'un moment, n'est plus prolongé. Et là, c'est vrai que, enfin moi, si j'étais conseil de l'employeur qui me dirait: «Est-ce que je peux faire de la démission présumée? Mon salarié, il a justifié de son arrêt de travail pendant 8 mois et puis là, je l'ai plus, j'ai plus son justificatif». Je serais assez réticente de partir sur le processus de démission présumée, alors qu'on pourrait, en réalité, on pourrait, tel que le texte, en tous les cas, est rédigé, le risque quand même, c'est quand même toujours la discrimination état de santé. C'est-à-dire que, si on se rate dans le process de la démission, présumée ou si jamais on a, finalement une personne qui est hospitalisée, qui a pas pu envoyer, les justificatifs à temps et ça a fait 1 mois et demi ou alors il est hospitalisé à l'étranger, enfin peu importe. Le risque, c'est que là, on se retrouve dans une situation où, on peut être sous le coup d'une mesure discriminatoire et quand on est dans le cadre d'une mesure discriminatoire, il faut toujours faire très attention parce que c'est plus, je dirais que c'est la sanction est beaucoup plus lourde que lorsqu'on est sur de la rupture, de contrat classique. Donc voilà, ça c'est, peut-être, un point de vigilance à avoir sur les arrêts de travail qui sont, les longs arrêts de travail, les longues maladies. Ouais, ouais, c'est vraiment un cas particulier, il faut être prudent. Jérôme demande si le salarié répond à la mise en demeure, mais de mauvaise foi et sans reprendre le travail ni justifié par les documents classiques, type arrêt de travail et compagnie. Est-ce qu'on bascule vers un licenciement pour faute? À mon avis, oui, vous avez raison de prendre cette précaution et plutôt d'enclencher un licenciement pour faute plutôt que de rester enferré alors qu'il y a une manifestation du salarié sur la démission présumée. Moi, je suis d'accord avec vous. Dans un cas comme ça, j'imagine qu'en ayant un peu réfléchi, on préconiserait de basculer sur un licenciement pour faute, effectivement. Et en reprenant l'historique chronologique, hein, assez classique, en disant que vous n'avez pas justifié de votre absence, ni transmis les documents, etc. Vous manifestez seulement maintenant, mais il y a X jours, X mois qui se sont écoulés. Donc, c'est fautif sur l'absence injustifiée au poste de travail. Ouais. Je pense que ce serait vraiment mieux. Ouais. Oui, là, on sort vraiment du process de la démission Ouais. présumée parce qu'on n'y est plus dans l'intérêt de la C'est ça. société, quoi. Hein. La démission Voilà. présumée, il faut vraiment, à notre sens, qu'il n'y ait pas du tout de manifestation du salarié en réalité. Voilà, il faut que ce soit le grand vide intersidéral, le salarié ne répondant pas à aucune des manifestations, que ce soit une mise en demeure, mais même d'autres qui ont été faites juste avant, juste après, par un supérieur, un SMS, etc. Là, oui, on va sur ça. Quand le salarié se manifeste, même s'il est de mauvaise foi, pour reprendre Jérôme votre remarque,
à mon avis, par précaution, il faudra basculer sur licenciement. Et c'est vrai que finalement, l'autre parade pour un salarié, c'est de ne plus se présenter pendant 1 mois ou 2, attendre la mise en demeure, revenir et puis attendre que l'employeur finalement le licencie pour faute grave. Après, c'est plus désagréable aussi, il faut dire ce qui est. Mais oui, ça peut être une autre manière de contourner l'échec à la rupture conventionnelle, par exemple. Le risque de choisir cette procédure pour toucher du chômage, l'effet pervers, est-ce qu'il y a un effet pervers sur ça? Pour toucher le chômage, bah, Pas justement, seulement, oui. cette loi, elle est mise en œuvre justement pour éviter qu'il y ait un abus Ouais, d'inscription au des Pôle abus. emploi. Ouais. C'est-à-dire que la C'est Donc, il délai n'y de a pas. carence de 120 jours, personne ne peut tenir financièrement sans Oui, 4 mois sans un jeu. Enfin, de façon ouais. très pratique. C'est difficile Ouais. puisque, en fait, sur le régime de la démission, tous les démissionnaires peuvent s'inscrire. Il faut dissocier l'inscription au Pôle emploi et la prise en charge au titre de l'aide au retour à l'emploi. Tout le monde peut s'inscrire. Voilà. Il y aura en revanche un refus de prise en charge, sauf à réexaminer la situation du demandeur d'emploi et que lui puisse de son côté, alors il y a un certain nombre de critères pour passer en commission pour examen, valoriser ses recherches d'emploi, justifier qu'il est proactif, etc. Et donc 120 jours, c'est très très long pour tout à chacun, sans aucun revenu, puisque c'est ça, vous n'en avez plus de la part de votre ancien employeur, parce qu'il y a cette démission classique ou démission présumée, et puis vous n'en avez pas encore du Pôle emploi qui ne vous a pas encore pris en charge financièrement, même si vous êtes inscrit dans son fichier. Donc, finalement, la loi, comme on l'a expliqué, elle est faite pour l'entre-deux. Celui qui voulait avoir le chômage pour plein de raisons, qui ne se plaît plus dans son emploi, mais qui pour autant ne veut pas démissionner, puisqu'il veut évidemment sécuriser sa sortie financièrement par le chômage. Donc, Élodie nous dit, puisque le licenciement pour faute, abandon de poste reste possible, je comprends. Donc, c'est au bon vouloir de l'employeur de l'appliquer, d'appliquer ce nouveau décret. Tout à Tout fait. à fait. Bah, oui, oui, bien Donc, sûr, il y a un c'est choix. l'employeur c'est un choix. C'est un choix, Ouais. voilà, mais je sais que nous, on a quand même des employeurs qui sont très agacés par le fait, d'avoir un salarié, démissionnaire et pour lequel ils sont du coup obligés d'engager une procédure de licenciement. C'est quand même assez lourd, en termes d'organisation quand même. Faut convoquer, enfin là, faut envoyer une mise en demeure donc bon, faut convoquer, il faut respecter certains délais, et puis, Il faut se rendre disponible pour l'entretien préalable si jamais le salarié vient, dans le cas d'un licenciement pour faute grave, donc c'est du temps. voilà, faut se rendre disponible et puis, il y a aussi ce côté, moi j'ai pas envie que mon salarié, parce qu'il est en abandon de poste, il touche le chômage. Enfin voilà, il y a aussi ce côté-là, il y a des employeurs que ça agace, faut dire les choses comme elles sont, Bien qui ont sûr. pas envie de rentrer dans ce jeu-là. Mais après ça, c'est autre chose, c'est d'autres considérations. Mais oui, donc le choix est toujours Ouais. ouvert. Et là, c'est vrai qu'il y a quelques sociétés qui attendent vraiment la parution du décret pour des salariés pour lesquels ils ont déjà envoyé, fort de la loi qui est tombée en décembre, des mises en demeure. Donc certains en ont notifié en janvier, février. Et là, c'est complexe parce qu'il faut attendre voilà, le décret, sachant que, comme vous l'avez compris, c'était le délai de 15 jours à partir duquel la démission est présumée. Donc, pareil, ça n'aura plus forcément de sens si ça a été fait il y a un mois et demi ou 2 mois sur la mise en demeure. Donc, on va retomber sur la question qui était est-ce que 2 mises en demeure sont. Voilà. Donc, le fait que le décret soit aussi éloigné en temps la parution de la loi, ça pose pour tous les professionnels pas mal de sujets, en fait, en réalité. Ce qui bloque le process, en fait. Ouais. Et Jérôme dit que pour qualifier une faute grave pour abandon, donc oui, il faut agir. Il dit qu'il faut agir vite. Si on laisse passer trop de temps, la faute grave peut être jugée comme non caractérisée. Non, parce qu'en qu'elle continue. ouais, vas-y. Oui, parce qu'en fait, l'abandon de poste va être continu dans le temps. C'est-à-dire que vous aurez des absences injustifiées depuis une certaine date, mais toujours à la date à laquelle vous enclenchez soit la démission présumée, soit le licenciement pour abandon de poste. Donc, en réalité, vous serez, à mon sens, sécurisé par la mise en demeure qui rappellera que vous êtes en absence injustifiée depuis telle date, mais que l'absence injustifiée, elle perdure dans le temps. Tous les jours qui passent, il n'y a pas de motif légitime à cette absence. Donc en réalité, au moment où vous prenez l'option soit d'un licenciement, soit d'une démission présumée, eh bien, vous avez encore une actualité de l'abandon de poste. Donc il n'y a pas de prescription, par exemple en matière disciplinaire, de 2 mois, comme c'est le cas pour d'autres fautes. Là, c'est parce qu'elle est réitérée, en fait, l'absence. Donc risque-t-on la même chose avec la démission présumée? À mon sens, non, puisque la mise en demeure, ce sera exactement pareil,
précisera le début de l'absence injustifiée, rappelant qu'elle est toujours actuelle et qu'il y a X jours d'absence injustifiée. Donc, à mon sens, il n'y aura pas plus de risque sur ce point de vue-là avec la démission présumée. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions chez les participants? Est-ce que vous avez d'autres éléments à clarifier? Non. Bon, dans ce cas, on va clôturer. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose ou pas, Diane? Il faudrait qu'on organise un petit webinaire sur ce thème-là Quand ça sera paru? voire Oui. même dans quelques semaines, une fois qu'on aura eu tous un peu de pratique, justement à l'aune du nouveau décret. Mais notre pratique, ce serait peut-être intéressant de voir voilà, si on a d'autres difficultés ou si ne serait-ce que est-ce que les sociétés se sont emparées de ce mode de rupture ou pas du tout. Voilà, qu'on vous fasse part Avec de notre plaisir. retour, ça pourrait être intéressant. Oui, avec plaisir, on fera ça. On fera la version 2 du sujet. C'est ça. Très bien. Donc, on se retrouvera soit au mois de juin, soit à la rentrée pour d'autres webinaires sur la question de la retraite. C'est ça, hein? C'est ça, Et puis le pacte d'associés avec Angela et Carla Trad le 30 mai. Voilà, merci à toutes et à tous pour ce webinaire. Merci Diane Lemoine et Florence Monteil de ICO Avocat. Merci. Merci beaucoup. Merci à tous. Bonne journée. À bientôt. Au revoir.